Alors, mercredi, l'or a pris 4% en une seule séance. C'est simple, c'est sa meilleure journée depuis 7 semaines et le 4e jour de hausse d'affilée. Et maintenant que la semaine est terminée, on est à plus 7%. Alors, question qu'on va se poser, elle va être très simple. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mouvement? Et surtout, est-ce que ça va continuer? Alors, avant de parler des raisons concrètes, il faut regarder le calendrier. Pourquoi je dis ça? Parce que le calendrier joue clairement en faveur de l'or. Regardez, si vous regardez les 32 dernières années, il y a un schéma qui revient presque à chaque fois. Fin juillet marque la fin de la phase la plus faible de l'année pour l'or. Et à partir du mois d'août, nous sommes le samedi 8 août, à partir du mois d'août, on entre dans sa phase la plus forte qui dure jusqu'à la fin de l'année. Et donc, c'est entre août et décembre que les plus gros gains sont enregistrés en moyenne année après année. Et c'est exactement dans cette fenêtre qu'on vient d'entrer, les amis. Après, ça va absolument pas dire qu'on doit sauter de joie tout de suite, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Depuis le sommet historique de fin juin, la belle époque, où l'or flirtait avec les 5600 $ l'once, le prix est redescendu jusqu'à un peu moins de 4000 $. On peut parler d'une sacrée correction. Et pendant cette chute, t'as sûrement entendu les grandes voix pessimistes annoncer que ça allait continuer de s'effondrer vers les 3000, vers les 2000 $. Sauf qu'après une hausse aussi forte que celle qu'on a connue, jusqu'à janvier, une phase de consolidation, ça n'a rien d'anormal. C'est même relativement sain. Et c'est même presque indispensable pour partir sur des bases solides. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est quoi? C'est ce qui va se passer après cette pause. Parce que pour la première fois, les amis, écoutez-moi bien, parce que pour la première fois depuis des mois, il y a 3 forces différentes qui tirent en même temps dans la même direction. Et c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, on va parler des 3 forces qui poussent l'or vers le haut dans moins d'1 minute. Mais avant, les amis, j'ai envie de vous parler de la nouvelle campagne d'OKX. OKX, plateforme crypto qui marche très bien, plateforme qui cartonne, littéralement la meilleure plateforme du moment, qui a absolument toutes les licences nécessaires pour opérer dans le monde, pour opérer en Europe. J'utilise personnellement OKX. OKX lance une nouvelle campagne, c'est juste ici, très simple. Vous pouvez récupérer 8% sur tous les dépôts vous pourriez faire sur la plateforme. Pour faire très simple, vous avez des crypto-monnaies sur une autre plateforme d'échange de crypto-monnaies, vous les transférez sur OKX, vous pouvez récupérer 8%. Très, très, très facile. Il faut juste activer la campagne. C'est très simple. Vous l'avez sur l'application. Vous activez la campagne avant de déposer. Et donc, pour faire simple, vous déposez 10 000 €, vous récupérez 800 €. Vous déposez 62 500 €, vous pouvez récupérer 5 000 €. C'est le bonus maximum. Et les bonus sont versés tous les 14 jours en USDC. Pensez à utiliser le lien que vous avez juste ici et que je vous mettrai en description, parce que ce lien vous permet de soutenir la chaîne, mais surtout, ce lien vous permet d'accéder à d'autres avantages. Vous avez accès à Voltis gratuitement, application qu'on a créée avec mon équipe application crypto. Vous avez accès à mon groupe privé, et surtout vous avez accès à ma toute nouvelle formation finance perso, bourse, crypto. Voilà, une formation complète, la formation la plus complète que j'ai créée de toute ma vie. Et aussi, vous pouvez débloquer 400 € de bonus. Tout ça là, tous ces avantages sont cumulables. Je vous ai tout dit. On poursuit et on va parler de la première force qui vient du Moyen-Orient. Ok, alors on a l'Iran et Oman qui sont actuellement en négociation pour ouvrir le détroit d'Ormuz avec les États-Unis, pas très loin. Les discussions avancent, puis elles reculent, puis elles avancent, puis elles reculent. Et donc on a un va-et-vient permanent. Et donc la réalité, c'est que la situation reste extrêmement instable et personne ne sait combien de temps ça va encore durer. Et donc on est là dans ce qu'on peut clairement appeler la plus grosse crise pétrolière de l'histoire moderne. Jamais auparavant, ce que je veux dire par là, c'est que jamais auparavant, le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb n'avait été fermé en même temps, pas même dans les années 70. Et donc, ces négociations ont d'abord provoqué un vent d'euphorie et le prix du pétrole a reculé. Et c'est là, très important, c'est là qu'il faut suivre un mécanisme qui se répète depuis des mois maintenant. On en a parlé tout un tas de fois sur la chaîne. Quand le pétrole baisse, les anticipations d'inflation baissent avec lui. Et quand l'inflation attendue baisse, la crainte d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt diminue aussi. Et cette chaîne de signaux, enlève justement alors son principal vent contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, ce sont les crises qui poussent l'or vers le haut. Ici, c'est l'inverse. C'est le soulagement lié à cette crise pétrolière qui devient paradoxalement
un moteur pour l'or. Ça, c'est la première force. Puis, il y a la deuxième force qui vient des États-Unis et plus précisément de ces chiffres économiques. Le rapport ADP sur l'emploi privé pour le mois de juillet vient de tomber. Et il est mauvais, il est pas fou. Seulement 44 000 créations d'emplois dans le secteur privé, alors que 75 000 étaient attendus. Le marché du travail américain commence clairement à se fissurer, allez, on va dire fissurer. Et donc, le résultat immédiat, c'est lequel? La probabilité d'une hausse des taux en septembre est passée de 63% à seulement 57% en l'espace d'une semaine. Et ce pourcentage continue de baisser. Maintenant, la troisième force, c'est le dollar lui-même. L'indice du dollar est repassé sous la barre des 100 points, son plus bas niveau depuis 2 mois. Et un dollar plus faible, pour faire très simple, un dollar plus faible rend mécaniquement l'or moins cher pour le reste du monde. TD Securities, la branche investissement de la Toronto Dominion Bank, a analysé les positions des grands fonds et le constat, il est très clair. Les fonds macro ont plus que doublé leur position en or depuis juin et ils ont littéralement défendu le seuil des 4 000 $ comme un plancher. Et ça, c'est un signal fondamental important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la tendance vient de s'inverser à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 4 342 $, soit environ 350 $ au-dessus de ce plancher, un peu moins. Et comme la tendance vient de se retourner, les systèmes de trading automatisés, ceux qui suivent la tendance, sont obligés d'acheter à leur tour. Et donc, ces trois forces expliquent très bien pourquoi l'or a bougé cette semaine. Mais elles n'expliquent pas pourquoi l'or est structurellement en train de changer de statut depuis plusieurs semaines. Et pour comprendre ça, faut regarder qui achète vraiment sur le fond depuis longtemps. Alors, je vous en ai parlé sur un short, mais on va développer davantage. Pendant que beaucoup de particuliers en Europe regardaient leur portefeuille dans le rouge cet été et vendaient leur or pour se rassurer, il y en a d'autres qui ont fait exactement l'inverse. Le meilleur exemple, c'est la Pologne. Adam Glapiński, le président de la Banque centrale polonaise, a acheté 82 tonnes d'or rien que sur le premier semestre de l'année, dont 51 tonnes sur le seul deuxième trimestre. Et ça, c'est une stratégie totalement anticyclique. Pendant que la masse vend, lui achète. Et c'est exactement ce que font les investisseurs qui réussissent sur la durée. Ils courent pas après la tendance. Ils vont à contre-courant au bon moment. Et donc, Glapiński a commencé à accumuler l'or peu après avoir pris la tête de la Banque centrale polonaise autour de 2016. Et à l'époque, il y a plusieurs économistes qui s'étaient moqués de lui, qui considéraient cette stratégie comme dépassée, voire ridicule. Aujourd'hui, la Pologne est devenue le plus gros acheteur étatique d'or au monde avec un objectif assumé de 700 tonnes au total. Et en plus, Glapiński s'en cache même pas. Il explique ouvertement que c'est une protection contre les risques géopolitiques et contre la dépendance aux devises étrangères. Puis, la Pologne, elle achète pas malgré la baisse du prix. Elle achète parce que le prix baisse et parce qu'elle a compris qu'elle a besoin de cet or pour soutenir sa monnaie, soutenir sa souveraineté. Puis, il y a la Pologne. Il y a également la République tchèque qui suit exactement le même chemin. Sa banque centrale observe ce que fait la Pologne et accumule de l'or mois après mois depuis plus de 3 ans sans la moindre pause. Il y a également l'Ouzbékistan, il y a le Kazakhstan qui font pareil en silence pendant que les prix reculent et que les investisseurs particuliers, eux, hésitent à vendre par panique. Puis si on continue de regarder vers l'Est, on tombe forcément sur le plus gros acteur du marché de l'or aujourd'hui. La Chine. La Banque centrale chinoise achète de l'or depuis 20 mois consécutifs, avec 33 tonnes rien que sur le deuxième trimestre, sa plus forte progression depuis fin 2023. Alors, officiellement, les réserves chinoises dépassent les 2346 tonnes. Officiellement, pourquoi? Parce que la plupart des analystes pensent que les réserves réelles sont largement supérieures à ce chiffre. Puis à ça s'ajoutent les acheteurs privés chinois. Les fonds sur l'or ont enregistré 14 jours de collecte consécutive, la plus longue série depuis le mois de mars. Et en plus, c'est pas tout, il y a un détail qui en dit long sur l'état d'esprit actuel en Chine. Regardez, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais fin juillet, plusieurs grandes banques chinoises ont tout simplement arrêté de proposer de l'or papier à leurs clients particuliers. Et le choix qui reste, il est très simple, vendre ou se faire livrer du métal physique. Et un pays qui pousse ses citoyens du papier vers le physique, c'est un pays qui, d'une certaine manière, joue carte sur table avec eux. Et justement, c'est exactement à cet endroit que le marché de l'or est en train de se fracturer. Regardez, la London Bullion Market Association, soit la LBMA, l'organisme qui détermine mondialement quelles fonderies sont habilitées à livrer de l'or, a retiré le 5 août la fonderie Shandong Gold Smelting de sa liste de livraison. Et là, on parle de quoi? On parle tout simplement de l'une des plus grosses fonderies d'or de Chine. La raison invoquée, son ajout à une liste américaine liée au travail forcé. Une
Une enquête est en cours et pour l'instant, on peut pas dire avec certitude si les accusations sont fondées ou si c'est surtout motivé par une forme de guerre économique. Mais ce qui compte, c'est la conséquence. L'or chinois qui n'est plus livré à Londres ne disparaît pas pour autant. Il reste tout simplement en Asie. Il part directement vers Shanghai, vers Hong Kong, dans des coffres chinois. Et il y reste. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'achète pas de l'or pour le revendre. On l'achète pour se protéger sur la durée, à l'échelle d'une vie entière. Et c'est vrai aussi à l'échelle d'une nation. Puis ce mouvement, il dépasse largement la Chine, largement la Pologne, largement la République tchèque, voilà, largement ces pays. Au deuxième trimestre, les banques centrales du monde entier ont acheté au total 289 tonnes d'or, soit 62% de plus qu'au premier trimestre. C'est simple, c'est le meilleur deuxième trimestre jamais enregistré. Et si on extrapole ce rythme sur une année complète, eh ben on dépasse largement les 1000 tonnes. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est très important, c'est que tout ça s'est produit pendant que le prix de l'or reculait de 16%. Et donc, ça montre quoi? Eh bien, ça montre que les effets de ces achats massifs se répercutent sur le prix avec un décalage dans le temps. Et c'est précisément ce décalage qu'on est probablement en train de voir se matérialiser aujourd'hui. Même en Amérique latine, où il se passait plus grand-chose depuis des années, le Chili, le Guatemala, la Bolivie et l'Uruguay ont recommencé à acheter. Et tous ces pays ont compris la même chose. On est en train de vivre un vrai changement de paradigme économique mondial. Et d'ailleurs, il y a une théorie de cycle qui permet de mettre tout ça en perspective, celle du forced turning, un cycle de 80 ans divisé en 4 grandes phases comme les saisons printemps, été, automne, hiver. Et si on découpe ce cycle en période de 20 ans, eh ben on serait entré dans l'hiver en 2008, ce qui placerait la fin de cet hiver autour de 2028. Et avec des périodes de 25 ans, on tomberait plutôt entre 2030 et 2032. Mais dans les deux cas, cette théorie suggère qu'on pourrait encore traverser des phases compliquées avant la fin du cycle et que c'est justement à la toute fin de l'hiver que l'or a historiquement tendance à atteindre son sommet. Maintenant, ce qui est frappant, c'est quoi? C'est que les principaux concernés semblent penser la même chose. Regardez, dans une récente enquête du World Gold Council, 89% des banques centrales interrogées s'attendent à une hausse de leurs réserves d'or dans les années à venir. 45% prévoient d'augmenter elles-mêmes leurs propres réserves et 74% pensent que la part du dollar dans leurs réserves va reculer au cours des 5 prochaines années. Et ça révèle une fracture de plus en plus nette entre les deux mondes. D'un côté, on a Londres et le COMEX à New York, des marchés où on échange sous forme de papier un multiple de ce qui existe physiquement en réalité. Et de l'autre côté, on a Shanghai où le métal est réellement déplacé, réellement livré, sans ce décalage entre le papier et le physique. Et plus ces deux mondes s'éloignent l'un de l'autre, eh ben moins l'Occident garde la main sur la véritable valeur d'une once d'or. Et tout ça nous ramène à une question très simple. Qu'est-ce que tu dois vraiment posséder dans ce contexte? Un contrat financier peut toujours être remboursé en monnaie fiduciaire, en argent imprimé, et un certificat repose toujours sur un émetteur qui peut, un jour ou l'autre, faire défaut. Alors qu'une once d'or physique dans ta main, il n'y a aucun reste de contrepartie. Elle est tangible et elle le sera encore dans 30 ans, exactement comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'once d'or se négocie autour de 4 300 $, ce qui reste environ 20% en dessous du sommet de janvier dernier. Personne, moi y compris, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire, personne peut te garantir avec certitude où le prix ira dans les prochains mois. Mais quand ce sont justement les acteurs qui connaissent le mieux ce marché, les banques centrales, qui accélèrent leur achat pendant une phase de faiblesse, je sais pas pour toi, mais je trouve que ça en dit long sur la direction que prend réellement cette tendance de fond. L'or n'est pas seulement en train de remonter, il est en train de changer de main, de l'Occident vers l'Asie. Et cette histoire, selon moi, ne fait que commencer. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux de savoir. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est clairement la suite de ce sujet-là. On parle d'or, on parle de la Chine. Voilà, n'hésitez surtout pas à cliquer dessus et vous me direz ce que vous en pensez. Prenez soin de vous et à bientôt.